Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de marketing en vidéo. On va aujourd'hui s'intéresser à la question suivante: comment l'entreprise fixe-t-elle le prix de vente de ses produits? Replaçons tout d'abord cette thématique dans le cadre de la démarche marketing de l'entreprise. Elle a réalisé son étude de marché, elle a segmenté la demande, défini sa cible et son positionnement. Elle peut maintenant construire son mix marketing composé du produit, du prix, de la communication et de la distribution. Nous sommes donc ici dans le deuxième élément du mix marketing. Alors premièrement, mettons-nous d'accord sur quelques points de vocabulaire qu'on va aborder dans ce cours. On parle de coût pour désigner les charges, les dépenses que devra faire l'entreprise dans le cadre de son activité. On parle de prix de vente pour désigner la somme que devra payer le client de l'entreprise pour se procurer ses produits. Il s'agit donc ici plutôt d'une recette. Le prix de vente rentre d'ailleurs dans la formule de calcul du chiffre d'affaires de l'entreprise. Prenons le cas d'un commerçant, comme le sont les principales enseignes de la grande distribution par exemple. Leur métier consiste à acheter en gros volume des marchandises à des fournisseurs pour les revendre au détail aux consommateurs. On parlera alors du coût d'achat des marchandises et du prix de vente aux consommateurs. Celui-ci inclura la marge commerciale réalisée par le distributeur. On en reparlera un peu plus loin. Deuxième cas, celui d'une entreprise industrielle, d'un producteur. Le métier de ces entreprises consiste à acheter des matières premières à des fournisseurs et à les transformer en produits finis pour les revendre soit directement aux consommateurs ou par l'intermédiaire de distributeurs dont on vient de parler. On parlera alors de coûts d'achat ou de coûts d'approvisionnement en matières premières, de coûts de production et de distribution, et de prix de vente aux consommateurs ou aux distributeurs, celui-ci incluant à nouveau la marge commerciale réalisée par l'entreprise. Les choses étant maintenant plus claires, on va pouvoir s'intéresser au calcul du prix de vente d'un produit. Que ce soit un commerçant, une entreprise industrielle ou un artisan, toutes ces entreprises ont avant tout une finalité lucrative. Il s'agit pour elles d'être rentables, autrement dit de générer des bénéfices pour assurer leur pérennité, investir, développer leurs activités, verser des dividendes aux associés, aux actionnaires, etc. Ça paraît logique, mais en ce sens, un produit doit être vendu à un prix supérieur à ce qu'il a coûté. L'entreprise doit réaliser une marge commerciale lors de ses ventes. On parle de taux de marge quand celle-ci est exprimée en pourcentage. Si le prix de vente est supérieur au coût de revient, l'entreprise gagne de l'argent. Si le prix de vente est égal au coût de revient, l'entreprise ne gagne rien. Et enfin, si le prix de vente est inférieur au coût de revient, l'entreprise perd de l'argent sur chaque vente. C'est simple, non? Traduisons cela sous forme mathématique. On obtient prix de vente égal coût de revient plus marge commerciale quand celle-ci est exprimée en euros. Comme vous êtes super fort en maths, vous savez qu'on ne peut pas additionner ou soustraire des pourcentages. On transforme alors cette formule en prix de vente égal coût de revient fois 1 plus taux de marge. En disant ça, j'ai perdu la moitié d'entre vous. En fait, c'est très simple. Il suffit de se rendre compte qu'ajouter 15% à un coût de revient, c'est la même chose que le multiplier par 1,15. Ajouter 20%, c'est pareil que le multiplier par 1,20, etc. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Si je reprends mes exemples de tout à l'heure, le coût de revient des produits pour un commerçant sera égal au coût d'achat de ses marchandises. Alors que pour une entreprise industrielle ou un artisan, le coût de revient sera la somme du coût d'achat des matières premières, du coût de production, du coût de distribution de ces produits. Alors c'est bon? Vous l'avez? C'est toujours plus simple avec un exemple. Prenons ce vélo. Pour le fabriquer, il a fallu des matières premières comme l'aluminium, disons pour 150 euros. Le coût de production, temps de travail, énergie, etc., est calculé à 110 euros. Le coût de distribution, emballage et expédition, est de 40 euros. L'entreprise souhaite réaliser une marge commerciale de 30% sur le produit. Si on reprend la formule qu'on vient de voir, on obtient coût d'achat des matières premières plus coût de production plus coût de distribution
fois 1 plus taux de marge. Bien sûr, vu votre niveau de maths, vous avez tout de suite vu qu'il ne fallait pas oublier les parenthèses à mettre ici, sinon la multiplication serait prioritaire. On obtient donc 150 plus 110 plus 40, le tout multiplié par 1,30, ce qui équivaut à 300 fois 1,30. On obtient un prix de vente hors taxe de 390 euros. Dans cette logique, on part du coût de revient, on ajoute la marge commerciale pour calculer le prix de vente et on met en vente le produit au prix calculé par l'entreprise. Sauf que dans la réalité, les entreprises ne sont pas seules sur leur marché. Cette logique ne prend ni en compte les consommateurs ni les concurrents. Or, ces deux acteurs vont avoir une influence essentielle sur la détermination du prix de vente des produits d'une entreprise. Dans la réalité, dans beaucoup de secteurs d'activité, c'est le marché qui va déterminer le prix de vente des produits. C'est une inversion de la logique qu'on vient de mettre en œuvre. Le prix est donc déterminé par le marché. C'est ce qu'on appelle le prix de vente cible. L'étude de marché menée par l'entreprise a permis de mettre en évidence les pratiques tarifaires des concurrents, les besoins, les attentes des consommateurs, leur budget, etc. L'entreprise tiendra également compte de sa propre stratégie pour affronter les concurrents. Cherche-t-elle forcément à être moins chère qu'eux? Cherche-t-elle à apparaître comme une alternative aux concurrents avec un produit et des prix similaires? Cherche-t-elle au contraire à se démarquer avec un produit supérieur qui permet d'éviter une guerre des prix? Ensuite, il faudra tenir compte, une fois encore, de la marge commerciale de l'entreprise. Il s'agit d'un choix de sa part en fonction de son secteur d'activité, de ses objectifs en termes de rentabilité notamment. C'est à partir de ces deux informations qu'on pourra déterminer le coût de revient cible, autrement dit, le coût de revient à ne pas dépasser pour respecter le prix de vente cible déterminé par le marché. Pour respecter ce coût de revient cible, l'entreprise devra sûrement être amenée à réaliser des adaptations, modifier le produit, baisser la qualité, diminuer la marge, négocier les tarifs avec les fournisseurs, réorganiser le travail pour faire des économies, autant de questions parmi d'autres auxquelles l'entreprise devra répondre. Si l'on traduit tout ça sous forme mathématique, qu'est-ce qu'on obtient? Reprenons l'exemple de notre vélo de tout à l'heure. On avait un coût de revient de 300 euros et un prix de vente de 390 euros. Après une étude de concurrence approfondie, l'entreprise s'aperçoit qu'à qualité équivalente, ses concurrents vendent leur vélo à 350 euros. L'entreprise souhaite conserver une marge commerciale de 30%. Quel sera le coût de revient cible de notre vélo? Eh bien, on va faire exactement l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure et on va obtenir prix de vente cible moins marge commerciale, exprimée en euros, pour obtenir le coût de revient cible. Ne pouvant pas additionner ou soustraire des pourcentages, on va transformer cette formule en prix de vente cible divisé par 1 plus taux de marge pour obtenir le coût de revient cible. Si on remplace par les chiffres, on a 350 divisé par 1 plus 30%, soit 350 divisé par 1,30. On obtient donc un coût de revient cible de 269 euros et 23 centimes. Si on le compare au coût de revient de tout à l'heure, 300 moins 269,23, on obtient 30,77 euros. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça signifie que l'entreprise devra trouver 30,77 euros d'économie à faire si elle veut être capable de vendre son vélo à 350 euros en maintenant une marge commerciale de 30%. Si elle n'y arrive pas, elle sera alors contrainte de baisser sa marge commerciale, ce qui peut parfois poser des problèmes de rentabilité par la suite. On a dit tout à l'heure que le consommateur avait aussi le pouvoir d'influer sur le prix de vente des produits. Concrètement, comment ça se passe? Il faut s'intéresser à la notion de prix psychologique. L'entreprise va réaliser un sondage auprès de sa clientèle par exemple. Elle va lui poser deux questions. La première, au-dessus de quel prix jugeriez-vous le produit comme étant trop cher? Question 2, en deçà de quel prix jugeriez-vous le produit comme étant de mauvaise qualité? Si on représente graphiquement les résultats obtenus, on obtient ces deux courbes.
La courbe orange représente les réponses cumulées à la première question. La courbe bleue, les réponses cumulées à la deuxième question. On a ici la zone qualité insuffisante, ici la zone prix excessif et entre les deux courbes, la zone d'acceptabilité. On va chercher à l'intérieur de cette zone le prix pour lequel l'entreprise pourrait avoir le maximum de clients potentiels. Dans cet exemple, on arrive à un prix de 14 €. C'est le prix psychologique du produit. Deuxième notion, l'élasticité de la demande par rapport au prix. Il s'agit ici de comprendre comment va réagir la demande, autrement dit le consommateur, à l'évolution du prix de vente. Si j'augmente mon prix de 20%, est-ce que la demande va forcément baisser et de combien? Au contraire, si je baisse mon prix de 20%, est-ce que la demande va forcément augmenter? En vérité, cette corrélation entre évolution de la demande et évolution des prix va dépendre du type de produit. À partir de ces statistiques de vente, l'entreprise va calculer le coefficient d'élasticité de la demande par rapport au prix. Elle va diviser l'évolution de la demande, autrement dit l'évolution du nombre de ventes, par l'évolution du prix du produit. Si le résultat est négatif, cela veut dire qu'une hausse du prix provoque une baisse de la demande et inversement. Si cela est un peu vrai pour les produits de nécessité, ça va surtout concerner les produits non essentiels pour lesquels on peut facilement renoncer à l'achat ou trouver des produits de remplacement. Je peux facilement décider de ne pas aller au cinéma si le prix du ticket devient trop cher par exemple. Si le résultat est positif, cela veut dire qu'une hausse du prix entraîne une hausse de la demande et inversement. Ça peut être le cas par exemple des produits technologiques ou innovants où le prix n'est qu'un élément de décision d'achat parmi d'autres. Un prix élevé peut même être associé à un niveau de qualité supérieur. Mais cela concerne surtout les produits de luxe où le prix très élevé est un argument d'achat et non un frein à l'achat. Être capable de payer ce prix peut être un signe extérieur de richesse. Les économistes parlent d'un effet de snobisme sur ce type de produit. Si l'on résume ce que l'on vient de dire, les coûts sont des charges, des dépenses, alors que les prix de vente entrent dans le calcul du chiffre d'affaires de l'entreprise. On peut calculer le prix de vente d'un produit en ajoutant à son coût de revient la marge commerciale que souhaite réaliser l'entreprise. Mais cette méthode ne permet pas de tenir compte des consommateurs et des concurrents. Dans la réalité, les prix sont souvent déterminés par le marché. On parle de prix de vente cible à partir duquel l'entreprise devra calculer un coût de revient cible. Le consommateur contribue également à déterminer le prix des produits. On parlera du prix psychologique ou de l'élasticité de la demande. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau cours de marketing Made in STMG.